Ok, bienvenue pour une capsule, j'espère, rapide. Normalement, elle a été conçue pour être assez rapide. C'était une petite application de la classification sur des problèmes d'image, donc la capsule 371. Donc, je vais juste basculer sur mes transparents. Pardon. Euh, donc, on a vu un petit peu la classification dans la capsule précédente. Donc, l'idée de la classification, c'est quoi? Vous avez des variables explicatives et vous devez affecter quelqu'un dans une classe. Donc, ça s'appelle aussi la labellisation. Okay, en particulier, quand on est sur des images, on essaie de deviner à quelle catégorie l'image appartient. Okay, on avait essentiellement vu la classification binaire. Donc, soit je suis sur un 0, soit je suis sur un 1. Donc, soit la personne survit, soit la personne décède, soit la personne rembourse, soit la personne ne rembourse pas. Mais en fait, on peut faire une classification plus générale. Okay, c'est un peu plus compliqué à analyser. Okay, on n'a pas le bel outil dont on parlait, qui sont les courbes ROC, qui sont un outil quand même assez intéressant pour comprendre comment le classifieur marche. Okay, si jamais je dois classer on le verra en particulier sur des lettres manuscrites, si jamais je dois choisir entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des fois j'hésite entre deux et le modèle, on a du mal à voir un peu pourquoi le modèle confond et comment est-ce que je peux améliorer le modèle en tout cas. Donc je vais juste revenir un peu sur ces histoires d'images. Donc, alors, j'ai fait une version ultra simplifiée des données sur lesquelles on va travailler. On va avoir des choses qui ressemblent à ce qu'on a à droite. Okay, donc ici, j'ai des chiffres. Okay, et si vous les regardez attentivement, enfin peut-être pas trop, peut-être avoir un petit peu de recul, vous devez les reconnaître. Donc si je les lis de gauche à droite et de haut en bas, je dois avoir 8, 2, 9, 5, 6 et 3. Okay, donc moi, j'arrive à les lire et ce que je voudrais, c'est créer un classifieur qui me dise, bah, si jamais je lui rentre une image, donc une image, ça sera une variable explicative, ce sera un X, okay, il devra l'affecter dans une classe qui va être un label. D'accord, donc c'est ce que je raconte ici. Et l'outil classique qu'on a maintenant, c'est les réseaux neuronaux. Okay, donc je vais faire une toute petite parenthèse pour expliquer la philosophie des réseaux neuronaux, et aussi pourquoi ça marche aussi bien. Okay, mais je vais essayer de faire autre chose parce que moi, je ne vous présente pas les réseaux neuronaux ici, je vous présente plutôt la régression logistique, okay, qui est l'approche classique en économétrie. Et on va discuter le fait qu'il y ait des soucis. Donc, la donnée en entrée, mon X, c'est une image. Okay, et une image, l'image telle que j'ai à droite, c'est une image qui est très simple. On voit, il y a du blanc et il y a du noir. Okay, donc, mon image, c'est fondamentalement des zéros et des 1 de temps en temps. Okay, donc, si je regarde mon image de 8, on a quelque chose qui ressemble à la chose suivante, avec des zéros et des 1 de ce type. Okay, donc, ma donnée en entrée, mon X, c'est fondamentalement une matrice. Okay, alors, je l'ai mis n croix n parce que je pars du fait que j'ai une image qui est de taille n en nombre de colonnes et en nombre de n de lignes. Okay, euh, je pourrais imaginer des images rectangulaires. Okay, donc ça, c'est pas très grave. De toute façon, quand vous faites des réseaux convolutifs, vous allez extraire toutes sortes d'images à l'intérieur. Donc, votre image, peu importe sa forme, vous allez extraire des choses à l'intérieur. Mais de manière générale, ça sera plutôt rectangulaire. Je vais le faire en carré parce que c'est un peu plus simple. Et les images que j'aurai par la suite sont aussi en carré. Donc, le cas le plus simple, c'est des images noir-blanc. Okay, 0, ça va être blanc, 1, ça va être noir. Je mets des 1 et des 0 dès lors que je suis soit sur du noir, soit sur du blanc. Une matrice n, ça contient n à la 2 carré. Okay, donc, une image avec 10 lignes et 10 colonnes, c'est déjà quelque chose en dimension 100, dans le sens où une image, donc je vais continuer à me créer des données sous forme de base de données classique. Hein. Donc, je vais avoir une observation qui sera sur une ligne. Donc, mon image I, je vais la décomposer suivant une ligne. Et ce qu'on observe, c'est que je vais devoir mettre mes 100 colonnes. Donc, mes 100 pixels vont être chacun des variables. Donc, ici, j'ai le pixel numéro 1, puis après, j'ai le pixel numéro 2, puis le pixel numéro 3, etc. Okay, donc, j'ai cette décomposition de mon image matricielle en un long vecteur qui va contenir des 0 et des 1. Donc, ça, c'est le noir et blanc. Je peux aller un tout petit peu plus loin, je peux avoir des niveaux de gris. Donc là, c'est peut-être un peu plus réaliste, en tout cas, quand j'ai des lettres qui ont été écrites à la main. Okay, ou éventuellement, il y a certains endroits où alors, ce qui va se faire classiquement, c'est que quand je déborde et que j'arrive sur plusieurs pixels, dans ces cas-là, je vais répartir un petit peu. Donc, si je déborde un petit peu sur le pixel en bas à droite,
bah, je vais lui mettre un poids 0,2, d'accord? Donc, il sera un gris, mais assez léger. Okay, donc, ce qui permet visuellement de loin, quand on a pas mal de pixels, d'avoir l'impression qu'on a quelque chose d'un peu régulier. Okay, donc, c'est non plus les valeurs 0,1. Donc, si je ne suis plus dans l'ensemble 0,1, je suis dans l'intervalle 0,1. Donc, je peux prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Image noir et blanc. Je peux le faire sur des images en couleur. Dans des images en couleur, derrière se cache une décomposition RGB, de manière simple. Donc, on a du rouge, du green et du blue. Okay, et donc, je vais avoir 3 matrices qui vont arriver en même temps. Donc, cette fois-ci, je ne suis plus sur un problème en dimension n à la 2. Je suis dans un problème en dimension 3n à la 2. Okay, donc, j'ai ma première matrice, ma seconde matrice, ma troisième matrice. Donc, ma base de données va devenir 3 fois plus grande. Donc, une image en couleur 10 x 10, et 10 x 10, c'est de très, 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 très mauvaise résolution. Hein. Je suis déjà en dimension 300. Okay, donc, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir en mémoire. On est en dimension qui va devenir très, 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 très grande quand on travaille sur des images. D'accord ? Et encore, je ne m'amuse pas à faire des réseaux convolutifs. Encore une fois, je ne m'amuse pas à aller regarder une image en la décomposant en plein de petites sous-images, comme ça se fait classiquement, quand le but n'est pas d'affecter une image, mais de labelliser tout ce qu'il y a sur une image. Okay, on en a parlé un tout petit peu lors de la discussion de jeudi, quand je parlais un petit peu de la reconnaissance de bananes, okay, où je vous disais comment est-ce qu'un algorithme arrive à reconnaître une banane sur une image. Et donc, derrière, il va prendre votre image totale, il va la décomposer en plein de petits carrés. Et si à un moment, il y a une image qui lui fait penser à une banane, il va vous dire, là, je pense qu'il y a une banane. Okay, donc, nous, on est vraiment dans le cas très simple, qui est, je prends toute mon image au global et je sais juste de la mettre dans une catégorie. Okay, donc, si jamais j'étais sur une image en couleur, une image 10 x 10, ce serait 3 fois n à la 2 pixels. Okay, et après, je peux aller encore plus loin, c'est que je peux aussi labelliser des vidéos. Donc, je pourrais éventuellement voir la personne qui trace un chiffre et me demander à partir de quand est-ce que je me doute que c'est un 8 qu'il écrit et pas un 2. Okay, donc, une vidéo, c'est une succession d'images. Okay, donc, si jamais vous avez une vidéo d'une seconde et que vous êtes en 24 images par seconde, ben dans ces cas-là, ça vous fait 24 fois 3 fois n à la 2 pixels ou variables dont il va falloir tenir compte. Okay, donc, on voit que les images, on arrive tout de suite à des problèmes, ce qu'on va appeler plutôt de grande dimension, parce que ça va vite me faire exploser mon truc. Ma variable y, c'est quoi? C'est le label. Donc, je suppose que j'ai une base d'entraînement, c'est-à-dire que j'ai des images qui ont été labellisées. Et ce que je vais essayer de faire, c'est construire un modèle avec ces images labellisées. C'est-à-dire que non seulement j'ai cette information de ma base, mais en plus, j'ai ma variable y où il me dit cette image, en fait, c'était un 8. Et donc, maintenant, je vais essayer de comprendre comment est-ce que… Je pars du fait que mon label est correct. Okay, et je vais essayer de le construire. Donc, par exemple, je veux construire un modèle pour prédire si jamais j'ai un 6. Okay, donc, je ne suis plus dans le problème de modéliser, d'avoir une affectation parmi 10 valeurs possibles. Je veux juste savoir est-ce que c'est un 6. Alors, outil classique, les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, ça s'inspire quand même pas mal de ce qu'on fait en régression logistique, où on va faire des transformations de combinaisons linéaires de mes variables explicatives. Okay, donc, je vais aller prendre les différents pixels, je vais leur mettre des poids, et je vais prendre une transformation. Okay, donc, en l'occurrence, des transformations très, très simples. L'idée des réseaux neuronaux, ce n'est pas d'aller capturer des fonctions subtiles sur des combinaisons linéaires, c'est au contraire d'avoir plein de fonctions très, très simples, mais d'en avoir un énorme paquet. Okay, donc, ces histoires de combinaisons linéaires, là, qu'on voit apparaître, c'est vraiment des idées de poids qui vont être affectées à chacun des pixels. Donc, par exemple, je vais aller regarder, je vais mettre un poids de -1 si jamais je me retrouve par ici, si jamais j'ai de la couleur par ici. Okay, l'idée, c'est d'aller comprendre où sont les 6. Hein. Donc, si jamais je veux reconnaître un 6 parmi les autres, on voit qu'on n'a rien à mettre par ici, okay, parce que je n'ai pas fermé ma boucle, contrairement à un 8. Donc, si je veux distinguer un 8 d'un 6, je vais plutôt aller voir ce qui se passe en haut à droite. Okay, par contre, à gauche, je dois avoir quelque chose. C'est-à-dire que pour distinguer avec le 9, dans ces cas-là, je devrais avoir quelque chose par ici. Puis pour distinguer encore une fois avec le 8, je dois avoir quelque chose par là. Okay, donc, visuellement, encore une fois, j'essaie de comprendre la manière dont moi j'analyse un 6 et je pourrais me dire, je vais construire mon modèle. D'accord ? Donc, je vais construire mon modèle en disant, on va plutôt voir dans cette région, mais des poids négatifs dans cette région, si jamais il y a si jamais il y a des chiffres, fait perdre des chances de devenir un 6, okay, si jamais tu vois quelque chose. Donc, plus il y a de couleurs par ici, plus je baisse ma probabilité d'affirmer que c'est un 6. Par contre, au contraire, si jamais j'observe des choses sur la partie de gauche, dans ces cas-là, je vais augmenter la probabilité d'avoir un 6. C'est ça, en gros, que tu nous racontes. Mais je le fais de manière verbalisée ici, dans le sens où je vous dis où est-ce qu'il faut aller mettre les poids. Okay, l'idée, c'est que l'algorithme va le faire tout seul. Donc, il va prendre plein d'images,
Et ce qu'on espère, c'est qu'en voyant suffisamment de 6, il va comprendre que la partie en haut à droite, il n'y a pas à avoir de noir. Ok. Donc, il va aller chercher des poids. Il va affecter des poids, en tout cas, de manière optimale, en fonction des images dont il a à sa disposition. D'accord. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? C'est simple, je vais aller mettre des poids. Donc, par exemple, je vais aller me dire, je vais regarder dans cette région-là. Ça va me créer une région. Ok. Donc, ce qu'on va créer, ce qu'on va appeler un premier neurone dans mon modèle. Ok. Donc, je vais avoir un premier neurone qui me dit, va voir ce qui se passe dans la partie en haut à droite. J'ai un neurone de gauche qui va me dire, est-ce qu'il y a quelque chose à gauche? J'ai un neurone central qui me dit, est-ce qu'il y a quelque chose au centre? Et ensuite, je vais. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de réduction de dimension quand même. C'est que j'avais peut-être mes 100 pixels. Je vais aller définir des régions. Donc, ça va peut-être me ramener à des sous-régions. Donc, peut-être que j'aurai ici 3 régions. Et je me dis, une fois que j'ai défini ces 3 régions, je vais construire une espèce de modèle linéaire à partir de ça. D'accord. Donc, l'idée des modèles neuronaux, c'est vraiment l'idée de créer des sous-groupes et de faire de la réduction de dimension. Okay, mais de manière optimale. Donc, quelque part, ça va nous donner un énorme modèle. C'est que ici, j'ai un premier modèle pour aller récupérer des poids à partir de ces 3 valeurs, puis je vais en créer un autre pour l'autre région, puis je vais en créer un autre pour l'autre région, puis après un espèce de surmodèle. Donc, plus je vais mettre de couches, okay, plus je vais rajouter des paramètres. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'un réseau neuronal, ça marche bien. C'est construit pour ça. C'est un modèle qui est hyper paramétré. Okay, et donc, forcément, ça marchera mieux qu'une petite régression logistique que je vais faire dans mon camp. Okay. Mais on va quand même s'inspirer de ça pour essayer de faire de la classification d'images et je vais vous montrer les résultats que ça nous donne. Donc, première chose, je peux regarder ce que j'ai comme données. Donc, c'est ce qu'on appelle les données MNIST, donc, qui est un jeu de données assez classique en classification d'images, okay, qui sont des chiffres manuscrits. Okay. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis une liste de 3 dont on dispose dans la base de données. En tout cas, qui sont labellisés comme étant des 3. Donc, on voit qu'il y a quand même des gens qui écrivent mal, en tout cas, qui me crée une espèce de distorsion ici aussi. J'aurais bien aimé avoir quelque chose de très régulier, mais il s'avère que les gens, quand ils écrivent, ils font chacun a son style. Et je veux juste créer un classifieur. Okay, donc, je lui rentre mes images. Donc, mes images, elles sont en 28 x 28. Okay, donc, ce qui fait un petit peu moins de la dimension 800 quand même. Donc, on a quand même 800 variables explicatives, dans le sens où j'ai ici 800 petits pixels dans ma matrice. Okay, donc, j'ai 800 valeurs et je vais essayer d'exploiter ça. Donc, juste avant de faire je ne vais pas faire une régression multinomiale directement. Okay, je vais juste essayer de deviner, est-ce que dans mes données, je peux identifier des 1. Donc, je peux faire une régression logistique. Donc, je lui pose la question, est-ce que tu peux, à partir de toutes mes images, c'est-à-dire mes 28 x 28 pixels, me créer un modèle dans lequel j'identifie mes y égale 1. Okay, donc, je veux reconnaître les 1 et je veux me créer un modèle. Alors, je suis désolé pour la syntaxe, je mettrai des slides un peu plus propres. Ce qu'il me dit, c'est que l'algorithme ne converge pas. Donc, manifestement, il n'arrive pas à le faire parce que je suis quand même en dimension 900 et 784. Donc, j'ai des problèmes numériques. Okay, donc, ce n'est pas que ma régression me donne de nouveaux résultats, c'est que je ne peux même pas la lancer d'un point de vue numérique. Enfin, si, il me renvoie quelque chose, mais il y a un warning quand même. Il me dit que ça n'a pas convergé. Donc, ça veut dire qu'il me renvoie une valeur, mais ce n'est pas une valeur probablement optimale. Donc, il n'a pas réussi à créer de modèle. Donc, la principale raison, et je pense, c'est le problème de dimension, j'ai trop de variables explicatives, j'ai trop de pixels. Okay, et encore une fois, je suis sur une petite base parce que j'ai des images 28 par 28. Enfin, essayez de regarder dans vos fichiers d'images sur votre ordinateur. Vous n'avez pas beaucoup d'images de 28 par 28. C'est ridiculement petit. Okay, et malgré tout, je n'arrive pas à le faire. Donc, la solution va être très simple, c'est de faire une analyse en composantes principales. Donc, je vais aller faire une analyse composante principale. L'idée de l'analyse en composante principale, c'est de vous dire, vous avez une base en dimension grande, réduisez-la en projetant correctement. Et je ne vais pas la projeter de manière énorme. Je vais regarder en projetant juste sur 3 composantes. Okay, donc, je vais juste aller récupérer de l'information sur 3 composantes et je vais lui demander, est-ce que tu es capable de régresser sur ces 3 variables explicatives? Donc ça, l'avantage, c'est que c'est une régression logistique, ça sait faire. C'est qu'on est en petite dimension et donc il est capable de le faire. Ce qu'on peut montrer, c'est que ça marche quand même relativement bien. C'est que même avec 3 variables explicatives, donc en projetant mon image qui était en dimension 748, juste en dimension 3, ce que je peux m'apercevoir, par exemple, c'est que ma courbe ROC que j'obtiens sur l'indicateur que j'ai un 1, donc là, je vais reconnaître les 1, on voit qu'il a un taux de réussite qui est incroyablement élevé. En gros, 90% des images qui sont des 1, il arrive à les reconnaître. Okay, ce qui est important. Enfin, moi, je trouve que quand on passe d'une dimension 788 et qu'on la divise quasiment par 200 ou 300
pour se récupérer à quelque chose en dimension 3. Encore une fois, il suffirait que j'aille peut-être en dimension 10 pour tout reconnaître tout le monde. C'est quand même assez fabuleux. Ok, donc, on arrive à créer un modèle très très simple qui marche très très bien. Alors par contre, il y a peut-être une petite subtilité, c'est ici j'essaie de reconnaître un 8, et un 8, par contre, on voit que c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Bah, essentiellement parce que je suis jamais très très loin de ce chiffre-là, je suis jamais très très loin de celui-là, je suis jamais très très loin de peut-être de celui-là. Ok, donc on voit qu'il peut avoir peut-être plus de difficultés. Donc, et encore une fois, je suis juste en dimension 3. Ok, je dis juste essaye d'extraire trois informations dans l'image. Donc c'est un peu comme mon réseau neuronal de tout à l'heure. Il va aller voir dans trois régions, il va regarder ce qui se passe et il va en déduire quelque chose. Et encore une fois, il choisit les trois de manière optimale. Je lui impose le nombre, mais manifestement, c'est peut-être pas assez. Okay. Avec 3, vous ne pouvez pas classer parmi 10 chiffres possibles. Donc, et je ne vous ai pas montré les chiffres, mais il s'avère que si jamais je le fais avec 5 ou 6 variables, euh, en gros, je classe très bien tout le monde. Okay. Donc, on voit qu'une régression logistique, ben, ça peut quand même relativement bien marcher. D'accord. Donc, je vais juste raconter cette histoire. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a un autre exemple qu'on avait fait quand on a fait l'école d'été à Lausanne l'an passé avec Ewen Gallic, donc, qui est maintenant professeur à Marseille, où on avait récupéré des données qui avaient été faites par des images qui avaient été tracées par des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir Alzheimer. Donc on leur demandait de faire une spirale. Donc manifestement, c'est un test assez classique et on essayait de voir est-ce qu'on pouvait identifier des personnes qui ont Alzheimer à partir des images. Donc c'est pas simple, d'accord. Premièrement, on suppose que les images sont bien labellisées. Donc on suppose que les personnes qui ont analysé les images et qui ont labellisé des images comme étant Alzheimer, d'autres non Alzheimer, sont justes. Et c'est compliqué parce que Alzheimer, c'est quelque chose quand même de relativement continu. Okay, donc, la subtilité, quand on a des images, de décréter qu'une personne a Alzheimer ou pas, elle est subtile, je pense. Enfin, pardon, le label est fixé sur des tests plus complexes. Okay. Mais en tout cas, il y a un moment où on décide de le mettre dans la catégorie Alzheimer ou pas. D'accord. Donc, on observe un score et on les met dans une catégorie ou dans une autre. Okay. Donc, peut-être qu'en fonction du score, on aurait pu récupérer, nous, des prévisions un peu différentes. Mais on a un test qui n'est pas incroyablement performant. D'accord. Après, on n'a pas non plus énormément d'images. De mémoire, on doit avoir 200 ou 400 images. Euh, mais on arrive en tout cas à distinguer certaines images qui sont de type qu'on a labellisées comme étant Alzheimer et qui le sont effectivement. Donc, on a un score qui est meilleur que le score aléatoire, où je mettrais la moitié des gens en Alzheimer, la moitié en non-Alzheimer. Okay. On a un test qui n'est pas si mauvais que ça, mais qui est très loin d'être performant. Et après, il suffit de regarder les images pour se rendre compte que ces deux images pour décréter que la personne est effectivement Alzheimer, elle est un peu tordue. Encore une fois, les images du haut, c'est du non-Alzheimer. Les images du bas, c'est de l'Alzheimer. La subtilité, elle est faible. En tout cas, le test ne sera sûrement pas suffisant pour pouvoir décréter qu'une personne est Alzheimer, souffre d'Alzheimer. Mais, on a une première ébauche qui est basée sur des. On l'a fait dans le cadre d'une régression logistique et de réseaux de neurones. Voilà, je vous encourage à aller regarder si ça vous intéresse sur ces histoires d'images. Donc, les images, on peut les analyser pour faire des classifications. Ok, bon, ben, je vais m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, on se retrouve de toute façon pour des séances aux heures de cours. À bientôt.